Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview que j'ai faite il y a quelques semaines avec Gabriel. C'était une interview sur le jeûne principalement. Mais dans cette vidéo, vous allez également découvrir le lien entre le jeûne et la spiritualité et également tout un tas de choses par rapport au développement personnel. Donc je vous propose de regarder cette vidéo et en même temps, je vais vous proposer également un défi, un challenge assez intéressant. Allez, je vous lance le challenge et vous allez pouvoir regarder cette interview. Le challenge aujourd'hui, c'est vous avez deux choix. Soit vous regardez cette vidéo et vous vous dites « Ok, j'ai envie de tester un jeûne, on est en confinement, c'est le moment parfait. » Au moment où je regarde cette vidéo, je prends la décision d'arrêter de manger ou de ne pas manger. Donc il peut être par exemple 11 h du matin. Et vous vous dites « Voilà, je regarde cette vidéo à 11 h du matin et pendant 24 heures, eh bien je ne mange pas. » Donc de aujourd'hui jusqu'à demain, même heure, vous ne mangez pas, vous faites un jeûne de 24 heures. Premier défi. La deuxième manière dont vous pouvez faire ce défi, eh bien, c'est de vous dire, ok, aujourd'hui, j'ai mangé, je continue à manger aujourd'hui, et ce soir, ou dans l'après-midi, j'arrête de manger. Demain, je jeûne toute la journée, et je reprends que le lendemain matin. Par exemple, aujourd'hui, on est mercredi. Vous mangez aujourd'hui vos repas normaux. Moi, par exemple, j'arrête de manger tous les jours à 2-3 heures de l'après-midi maximum. Donc, vous mangez jusqu'à l'heure à laquelle vous mangez habituellement. Peut-être que vous mangez le soir, comme beaucoup. Vous jeûnez demain, jeudi, toute la journée. Et vendredi matin, vous reprenez une alimentation normale. En faisant attention, évidemment. Bon, ça fait qu'une journée de jeûne et une nuit. Et 2 nuits, d'ailleurs. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire. C'est souvent comme ça que je fais mes jeûnes. J'arrête de manger, donc, par exemple, aujourd'hui à 2-3 heures. Je jeûne toute la journée de demain et le lendemain suivant, le vendredi, pour prendre le cas d'aujourd'hui, mercredi, je remange. Voilà. Donc je vous propose de faire ça et pour vous motiver et pour apprendre tout un tas d'informations par rapport au jeûne, eh bien regardez cette interview, beaucoup d'informations intéressantes sur le jeûne intermittent, le jeûne sec, sur un jeûne de 22 jours que j'ai fait, sur un jeûne de 5 jours qu'on a fait sec l'un et l'autre avec Gabriel, et puis tout un tas de choses sur la spiritualité et le développement personnel. Allez, je vous dis à bientôt et je vous laisse regarder cette vidéo. Comment tu as découvert le jeûne? Alors, officiellement, en faisant toutes mes recherches, donc j'ai commencé à devenir végétarien quand j'avais 25 ans. Alors végétarien avant et puis je suis devenu végétalien après, donc ça fait une petite quinzaine d'années. Et en fait, je suis devenu végétarien parce que je faisais de la méditation et que j'étais vraiment touché par les animaux, par la souffrance animale. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pris la décision du jour au lendemain vraiment de plus manger de produits animaux et sans avoir spécialement de connaissances par rapport à la nutrition, en tout cas à ce niveau-là. Je faisais du judo à haut niveau, donc par rapport au judo, on avait des choses liées à la nutrition, mais c'était pas ce que j'ai découvert depuis tout ce temps. Je mangeais principalement des pâtes pour le sport, tu vois, donc c'était vraiment des bases. Ouais. Et donc j'ai commencé à me renseigner un peu sur la partie nutrition. Et en fait très rapidement, je suis tombé sur des trucs liés qui étaient au jeûne. Donc j'ai eu la chance de parler anglais très jeune, d'apprendre l'anglais quand j'étais jeune, c'est vachement intéressé. Donc en fait il y a beaucoup plus de choses en anglais qu'en français qu'on trouve sur le jeûne, sur le jeûne intermittent, sur le jeûne sec, etc. Ouais. Et donc, ça m'a convaincu instantanément à tester des jeûnes. Donc très très jeune, j'ai commencé à faire des jeûnes longs déjà de 7 jours, 10 jours. Quand j'avais 26 ans, j'ai commencé à faire ça. Parce que bon, avec l'esprit, tu vois, sportif et motivation, etc., à me dire bon voilà, ça a l'air d'être un truc, tu vois, qui fonctionne. J'y vais et je me pose pas de questions. Donc du jour au lendemain, pratiquement, j'ai fait des jeûnes longs. C'est peut-être pas ce que je recommanderais à tout le monde de faire, mais j'ai fait des jeûnes longs comme ça très rapidement. Et avec le recul, je me rends compte qu'en fait, avec le judo, donc je disais officiellement, j'ai commencé plus ou moins à cet âge-là en commençant à me renseigner. Mais quand je faisais du judo, en fait, on devait rester en dessous des catégories de poids. Tu vois, dans ta catégorie de poids, quand tu vas à la compétition, tu te pèses. Et en fait, ça nous arrivait très souvent le matin de pas être au poids et donc de pas boire, tu vois, du soir d'avant, enfin le jour d'avant, tu sais que tu vas être limite au niveau du poids, donc de pas boire jusqu'au lendemain parce que ça garde dans le corps et donc tu vas pas être au poids. Donc on faisait des jeûnes secs sans vraiment savoir qu'on faisait des jeûnes secs quoi, avant les compètes.
Ça te fait sourire? T'as fait du sport? Tu fais du judo? Ou... Oui, bah non, j'ai pas fait de sport, mais j'ai fait du handball à haut niveau en fin de compte. Quand j'étais jeune, j'ai joué en National 3, tu vois, donc c'était c'est ce qui m'a beaucoup construit quand j'étais quand j'étais adolescent, enfant, adolescent, tout ça. Ok. Et ça me fait sourire aussi parce que j'ai fait une vidéo justement, une espèce de vidéo un peu tape à l'œil qui s'appelle Comment perdre 2 kilos par jour, où justement j'explique que c'est quelque chose le jeûne sec, qui est utilisé par justement les sportifs comme toi qui font du judo ou qui font des sports qui doivent respecter une certaine catégorie. Et du coup, ça leur permet de perdre rapidement du poids pour descendre de catégorie et ensuite de reprendre. Voilà, donc c'est une stratégie de sportif en fin de compte. Donc c'est pour ça que ça me fait sourire parce que je vois que tu l'as utilisé finalement. Ah ouais. Bah ça, on est obligé. C'est des trucs, tu sais, à un moment donné. Moi, j'étais en catégorie à l'époque de moins de 90 kilos. Et puis quand on fait du sport, etc., on est vraiment au bout des performances au niveau musculaire, etc. Et la seule manière de perdre du poids, souvent, c'est de perdre l'excès d'eau qu'on a dans les graisses et dans le corps. Et on est même arrivé, pour donner vraiment, tu vois, des trucs extrêmes, à vomir le peu de bile et de liquide qu'il y a dans l'estomac, parce que c'est 100 grammes, 200 grammes, et qu'il y a des moments où, tu vois, ils te laissent pas passer. Ouais. Donc, des fois, donc c'est vraiment jeûne sec, et puis tu t'enlèves tous les liquides qu'il y a dans le corps, quoi. Ouais, j'imagine, c'est hyper efficace, hein. Quand tu lances le jeûne, entre autres, ce fameux jeûne sec, hein, quand tu le lances, au début, t'as une perte de poids. C'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures. Je sais pas si tu connais, Tim Ferriss, voilà. Tim Ferriss, qui raconte au début de son bouquin il a gagné un championnat d'un sport méconnu et justement en faisant un jeûne sec pendant une semaine. Et il le nomme pas, hein, mais il explique qu'il a pas mangé, pas bu, puis qu'il a perdu, il a perdu pas loin de 10 kilos, ce qui lui a permis de descendre de catégorie. Et puis après, il avait quelques jours, il a vite repris du poids et il s'est retrouvé à faire 5 ou 10 kilos de plus que ses adversaires, donc qui étaient meilleurs que lui techniquement, mais lui faisant plus de poids. Il mettait tout le monde dehors. Je sais pas si tu connais cette histoire. C'est un sport où, en fin de compte, il faut pousser son adversaire de l'extérieur du tatami. Et c'est comme ça que tu élimines l'adversaire. Ok. Un peu comme les sumo, quoi. Voilà, c'est un espèce de sport comme ça. Je me rappelle plus du nom, mais voilà, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et alors, du coup, tu racontais donc j'ai vu une vidéo de toi où tu racontes cette expérience de jeûne sec. Et qu'est-ce qui t'a décidé à faire? Parce que un jeûne sec de 6 jours, c'est quand même enfin moi quand je l'ai fait, j'ai trouvé que c'était quand même un exploit. Ça reste quand même pas évident et personnellement, moi il m'a fallu m'entraîner un peu avant. Je sais pas toi si tu t'es entraîné avant ou t'as fait ça. Après ça fait peut-être très longtemps que tu fais du jeûne sec. Ça fait longtemps que je fais des jeûnes classiques. Ouais. Et en fait, donc j'ai eu des grosses périodes où je faisais des jeûnes souvent de 5 jours, une semaine. J'ai fait un jeûne un peu plus jeune de 10 jours. Et en fait, le jour où j'ai fait le jeûne le plus long, donc de 5 jours et demi, c'était avant des vidéos que j'ai faites sur le jeûne de 7 jours, où j'ai fait plus de 4-5 jours de jeûne sec. Et en fait, j'ai fait un jeûne de 22 jours à l'époque. Ça, c'était mon vrai jeûne le plus long. Et sans en fait avoir planifié, quand je me suis dit je vais commencer ce jeûne, j'avais tout mis en place, j'étais au Canada, au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, et j'avais vraiment planifié d'avoir 3 semaines pour faire ce jeûne-là. Je voulais vraiment faire 3 semaines, et puis d'avoir 3 semaines après minimum pour pouvoir me réalimenter, de pas être sur la route, parce que tu sais, je suis nomade, donc quand t'es sur la route, c'est même pas évident moins évident de jeûner. Et encore, je te raconterai des histoires, mais et en fait, quand j'ai commencé ce jeûne de 22 jours, le matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, j'ai pas envie de boire. Et je m'étais pas dit, tu vois, je vais faire un jeûne sec. Et en fait, pendant 5 jours et demi, j'ai pas eu la sensation, tu vois, de vouloir boire. Donc, je suis resté sur ce truc à lancer le jeûne long avec un jeûne sec. Alors, c'est pas ce que je recommande, je pense, pour la plupart des personnes, de commencer un jeûne avec un jeûne sec. Idéalement, je pense que quand même, tu vois,
s'adapter au départ et puis commencer peut-être à nettoyer le corps avec de l'eau et ensuite faire du jeûne sec. Je pense au niveau scientifique, ce serait sûrement l'idéal. Mais sur le moment, moi, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est en commençant ce jeûne de 3 semaines, je me suis dit, je vais commencer en jeûne sec sans me poser la question, sans avoir vraiment de connaissances plus que ça là-dessus. Et au bout de 5 jours et demi, j'ai commencé à sentir que vraiment le corps était fatigué, déshydraté. J'ai des petits points jaunes qui venaient sur les mains. Je me souviens encore vraiment de ça clairement. Et là, je me suis dit bon, j'ai pas la sensation de soif. Étonnamment, tu l'as peut-être vécu aussi. Il y a vraiment un truc qui se passe au niveau du corps. Moi, c'était dans la bouche. J'avais la sensation qu'il y avait comme un liquide qui me nourrissait. Donc, il y avait vraiment pas la sensation de soif ni quoi que ce soit. Et le plus fort, tu me diras si toi t'as vécu ça, mais tu sais, on a été conditionné que tu peux pas vivre 3 jours sans eau. Tout à fait, tout à fait. Et le 3e jour, donc tu vois, j'étais tout seul au milieu de nulle part dans la nature au Canada. Et le 3e jour, au soir, je me suis dit, je vais m'allonger et je me sens bien, mais je sais pas si je vais me réveiller. Tu vois, peut-être que je me mens à moi-même que la science, les médecins, ils ont raison, tu vois. Et donc c'était vraiment un moment particulier parce que le moment où je me suis réveillé, je me souviens encore maintenant, c'était waouh, ok, tu vois, j'étais déjà convaincu qu'on nous raconte des trucs, que le corps il peut bien plus que ce qu'on croit. Mais ce matin-là, je me réveille en me disant waouh, et je me sens bien, je me sens vraiment bien. Petit marcher dans la nature, dans la neige, dans le froid, vraiment. Ouais. Et donc j'ai continué comme ça. T'avais passé le cap des 3 jours, quoi. Ouais, donc je pense au niveau intuitif, il y a un truc en nous qui sait. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça, que ce soit par rapport à l'alimentation, devenir végétarien, etc. Et puis pour le jeûne sec, il y a un truc en nous qui sait ce qui est juste pour le corps. Est-ce que tu as eu un peu des expériences comme ça, toi, avec le jeûne sec aussi? Alors moi, mon jeûne sec, alors moi, tu sais, je suis sédentaire, je vis à la campagne, en Île-de-France, en fin de compte, dans une région vers un village qui s'appelle Coulommiers. Enfin, un petit village, un hameau, en fin de compte, il y a une vingtaine de maisons là où je vis, donc je suis entouré d'une forêt, tout ça. Enfin, c'est un cadre quand même assez agréable dans une maison, mais bon, voilà, avec 5 enfants, donc on est 7 à la maison, donc ma plus grosse difficulté personnellement, ça n'a pas été mon intérieur de mon corps, parce que je ressentais comme ce que tu racontes, tu sens que ce que tu es en train de faire, tu l'as choisi, tu sens vraiment une transformation, même intellectuellement, tu as une remise en question, tu sens que tu réfléchis différemment, tu vas rechercher des choses, tu te poses des questions, tu trouves beaucoup de solutions, hein, même après. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait, même sur le plan spirituel, sur le plan méditatif, tout ça, c'est très intéressant. Mais ma problématique à moi, c'était mon entourage, parce que j'avais mes enfants qui me regardaient, ma compagne qui me regardait aussi, et qui justement, arrivé au 3e jour, me rappelait en permanence, mais t'es complètement malade, qu'est-ce que tu fais là? T'es complètement taré. Et moi, je passais mon temps à leur dire, mais je suis très bien, je vais bien, je suis bien. Et puis, tous les matins, ils me voyaient, ils me disaient, mais regarde, t'as perdu combien encore là? Et puis, je disais, ben là, j'ai perdu, je me pesais, ben là, j'ai perdu 1,6 kg. Je me rappelle, c'était le rythme que j'ai commencé à perdre au bout du 2e jour. Donc, et c'était la panique. Et j'ai repris au bout de 5 jours et demi. Alors tu parles de ce liquide, c'est très intéressant. Je me rappelle parce que je faisais du sport. Donc je m'étais dit, tu fais un jeûne sec, mais tu continues à vivre normalement. Donc j'ai continué à faire du sport. Et je me rappelle que quand je faisais un sport trop intensif, quand je poussais, en fin de compte, j'avais la gorge sèche. Et quand je faisais une pause, il suffisait de 2-3 minutes et hop, ça se rééquilibrait. Je sentais le liquide, comme tu dis, la salive qui revenait, qui se remettait à couler régulièrement et à m'alimenter. Donc j'avais trouvé un petit test parce que moi, tout le monde me disait, mais tu vas être totalement déshydraté au bout de 2 jours. Tu te rends compte, c'est terrible. Alors j'avais trouvé un test. Avec ma main, un test où tu pinces ta peau en fin de compte, et quand tu es complètement déshydraté, ta peau elle reste en position. Donc à chaque fois je leur disais, mais non, regarde, tu vois, ma peau elle retombe bien, je suis pas déshydraté, t'inquiète pas, tout va bien et tout, c'est bon. Et au bout d'un moment, la pression que je portais de mon entourage au bout de ces 5 jours et demi est devenue très difficile à gérer, et donc j'ai arrêté. Parce que je sentais que tout le monde était très très inquiet. J'avais perdu
je crois 7 kilos. Enfin, je me rappelle plus exactement. Ça devait être 7, 8 ou 6, quelque chose comme ça. Donc en 5 jours, donc pour eux, j'étais défiguré, quoi. J'avais changé littéralement de tête. Ouais. Et voilà. Et puis les enfants qui se disaient mais pourquoi papa il mange pas, comment ça se fait? Alors j'ai essayé de venir à table avec eux. Ça m'est arrivé même de devoir faire à manger parce que ma femme était pas là, donc il fallait que je fasse à manger pour les plus petits. Donc ça, c'était pas une expérience forcément très agréable. Mais il y a ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve, au bout d'un moment, qu'on a pris l'habitude, justement, quand on rentre dans le 3e jour, c'est les odeurs d'aliments qui produisent du plaisir sans avoir envie de les manger. Ouais, ah ouais, tout à fait. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Moi, je sentais les odeurs, je disais, ça sent bon et tout, mais j'avais pas envie de le manger. J'avais du plaisir à sentir l'odeur. Et voilà, ça s'arrêtait là. Ouais. Je me souviens de mes premiers jeûnes, j'avais exactement eu ce type de réaction. Mon premier jeûne de long de 10 jours, j'étais chez mes parents à l'époque et pareil, j'allais à table avec eux, il y avait à manger. Je me souviens prendre beaucoup de plaisir, pareil, à sentir l'odeur des trucs, mais pas avoir du tout envie de manger, comme si tu étais nourri à un autre niveau. C'est là où il y a vraiment la partie spirituelle dont tu parles et c'est intéressant parce qu'on retrouve le jeûne, on le sait tous dans toutes les traditions spirituelles pratiquement. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment un truc qui se passe au niveau de la conscience, à un autre niveau, quoi. Quand tu jeûnes, sans que tu le cherches, sans que tu fasses quoi que ce soit, il y a un truc qui se passe à l'intérieur. Mais je fais comme ça maintenant quand j'ai quelque chose qui me gêne. Je sais pas si tu fais ça. Quand j'ai quelque chose qui me gêne, j'arrive pas à trouver une solution, j'arrive pas à avancer, je sens que ça bloque. Je fais un jeûne, en fin de compte, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je reprends l'alimentation et 1 ou 2 jours après, la solution arrive. Je dis oui, c'est évident, quoi. Mais j'ai pas compris encore comment fonctionne, comment ça se fait, quoi. Je sais pas. Est-ce que toi, sur ce sujet-là, t'as un avis, une idée? Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis principalement une tradition bouddhiste. J'ai vécu dans des monastères pendant des longues périodes et je suis une tradition bouddhiste qui est la partie, je dirais pas extrême, mais vraiment traditionnelle de ce qu'a enseigné le Bouddha. Et dans cette tradition, ils arrêtent de manger à midi tous les jours. Donc ça, c'est ce que le Bouddha a donné comme indication à l'époque pour les moines. Et donc, dans cette tradition, on arrête de manger à midi tous les jours. Et je me suis rendu compte, effectivement, en vivant dans les monastères et en appliquant ce type de règles pendant des semaines, des mois, que il y a vraiment une clarté d'esprit et que ça change l'état dans lequel on est en méditation. Et il y a un truc qui se passe au niveau, alors en anglais ça va être des defilements, en français ça va être qu'est-ce que ça peut être, les défilements mentaux, l'agitation mentale, on peut le traduire un peu comme ça. Et l'agitation mentale se calme quand on mange moins, quand on est moins dans ce truc, tu vois, de nourrir le corps. Et je dirais que si je peux trouver une explication, je pense qu'il y a vraiment un truc avec les réactions chimiques qui se passent au niveau du corps. Moi, selon ce qu'on mange, ça nous influence au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau des hormones du corps. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être prouvées, expliquées par la science. Et je pense qu'effectivement, on va développer d'autres types d'hormones quand on est en méditation, quand on est en jeûne, que quand on va manger certains types d'aliments qui vont un peu déséquilibrer. Je pense que le corps s'équilibre à ce niveau-là, le cerveau s'équilibre, les hormones s'équilibrent, et puis il n'y a pas tout ce flux à générer. Et l'autre truc qui me paraît important et qui pour moi, je pense, a un rôle énormément, un grand rôle, c'est le fait qu'on n'utilise pas d'énergie pour digérer. Toute cette énergie, le cerveau peut l'utiliser. Tu sais, en nutrition, ils disent qu'on a à peu près 30% des calories qu'on va assimiler par jour, qui est simplement pour le cerveau, le glucose que le cerveau utilise pour fonctionner. Donc, s'il n'y a pas toute la fonction de digestion qui prend un nombre énorme, je sais plus le chiffre exact, mais enfin, c'est énorme l'énergie qu'on a besoin pour digérer, toute cette énergie, elle est là pour autre chose, pour penser, pour avoir de la créativité, pour utiliser d'autres parties du cerveau qui se mettent peut-être de côté, tu vois, la partie spirituelle qui est de côté si on mange et qu'on n'a pas l'énergie pour ça et puis qu'il faut gérer notre vie de tous les jours. Donc il y a aussi cette partie-là qui peut être développée quand on mange pas. Oui, c'est vrai qu'on rentre on rentre en cétose, je crois. Hein. C'est ça, tout ce qui est corps cétonique, tout ça. Voilà, donc le corps va utiliser les graisses pour faire des corps cétoniques et nourrir. C'est vrai, donc le cerveau a en plus une nourriture différente. Donc
Après, oui, c'est vrai que sur le jeûne, on n'a pas fait beaucoup de recherches, puisque c'est quelque chose qui n'intéresse pas notre société, puisque ça Oui. rapporte pas d'argent. Hein. Voilà, c'est une autre problématique qui fait que ça reste quelque chose d'assez peu connu en fin de compte. Mhm. Mhm. Voilà, je sais pas si tu es Encore, d'accord avec moi. ouais, encore plus en France qu'ailleurs. Comme je te disais, j'ai eu la chance moi de pouvoir parler anglais, de vivre aux États-Unis, au Canada, et donc il y a beaucoup plus d'études qui ont été faites. Et je pense que la plupart ont jamais été traduites en français parce que il y a pas d'intérêt et puis que ça coûte des sommes assez importantes. Il y avait aussi en Allemagne, je sais pas si tu as vu, en Allemagne et en Russie, pas Ouais. mal de médecins qui se sont penchés là-dessus. Il y en a un particulièrement qui est pas très connu, qui a fait des études sur le jeûne sec en Russie, qui s'appelle le docteur Filonov. Oui. Et lui a vraiment, tu vois, écrit un bouquin, fait pas mal d'études, a pu suivre des études, des recherches par rapport à ça, et s'est rendu compte effectivement des résultats absolument hallucinants sur l'esprit, sur le jeûne, il y a eu un truc avec vraiment au niveau mental, tu vois, on parlait de la spiritualité. Il y a plein de trucs qui sont reliés avec la dépression, avec des maladies mentales, qu'ils ont réussi à soigner avec des jeûnes classiques, hybrides ou avec des jeûnes secs. Il faisait ça combien oui, il faisait ça, ça dure, c'était des jeûnes qui duraient 20, 30, 40 jours, hein, un truc comme ça. Alors, les jeûnes à l'eau, les jeûnes hydriques, ouais, il y a eu, par exemple, des cas de personnes qui étaient psychopathes, ou je sais plus le terme exact qu'ils utilisaient, mais vraiment qui étaient à un niveau, tu vois, de maladie mentale assez élevé, schizophrène ou autre. Ouais, schizophrène, ouais. Ouais. Et en fait, après plus de 3 semaines, ils se sont rendus compte que naturellement, et c'est comme ça qu'un des médecins russes, pas Filonov, parce que lui c'est pour les jeûnes secs, l'autre s'était rendu compte justement que le malade faisait un jeûne et que il commençait à se soigner simplement en faisant le jeûne. Filonov, lui, il a fait le plus long dans ses études, c'est 18 jours de jeûne sec. La personne qui a fait le plus long en jeûne sec. C'est lui. Ouais. C'est lui qui l'a fait parce que j'ai ce. C'est lui qui a fait le jeûne, mais c'est lui qui a fait les études où il y a cette personne qui a fait le. D'accord, ok, parce que je l'ai lu quelque part effectivement, où je l'ai entendu. Je sais pas qui c'est, j'ai pas de nom et je sais pas d'où ça vient. D'accord, donc c'est lui qui a fait celui-là. D'accord. Donc ça nous montre un peu le potentiel de l'être humain, de ce qu'il peut faire, quoi. Ouais. Et après, il y a des personnes, alors je sais pas si tu es tourné ou si tu as vu des choses par rapport à ce qu'on appelle le prana, dans les milieux un peu spirituels. Donc il y a des gens qui se nourrissent de prana. Le prana, c'est la même chose que le chi chez les Chinois. Le prana, c'est dans l'Inde, dans l'hindouisme. Et il y a des personnes qui disent, qui vivent du prana. Donc ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, certains. Il y a 2 cas. Mais ça fait des années. Il y a un des plus connus, des cas les plus connus, c'est un Indien qui a été reçu dans des hôpitaux pour tester ses fonctions corporelles pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau de son organisme. Et lui dit que ça fait 70 ans qu'il n'a pas mangé. Et quand ils l'ont amené dans l'hôpital, ils se sont rendus compte que effectivement son corps fonctionnait pas comme une personne qui serait en jeûne. Ouais, ils l'ont gardé pendant 10 jours, regardé toutes les fonctions au niveau du corps, et ils disent une personne qui est en jeûne pendant 10 jours, c'est pas ce qui se passe dans le corps. Lui, il a complètement un fonctionnement différent. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a un autre, un Français qui est très connu, Michel, non pas Michel. Je me rappelle plus de son nom. Et alors, ils ont regardé comment fonctionne son corps et c'est comment, en fin de compte, comment fonctionne son corps, qu'est-ce qu'ils ont. En fait, c'est comme s'il s'alimentait. Il n'y a pas la fonction digestive et d'aller uriner et d'aller déféquer aux toilettes, mais son corps fonctionne comme s'il a été nourri. Et justement, à travers le prana, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. Ils disent, c'est pas qu'on ne mange pas, on se nourrit autrement. Et c'est un peu la sensation que tu as expérimentée et que j'ai expérimenté quand on fait un jeûne sec. Il y a quelque chose qui nous nourrit au niveau liquide. Au niveau de l'énergie, il y a vraiment un autre type d'énergie, comme si on avait des nutriments, des calories, mais ça vient d'autre part. Et ça, dans les milieux spirituels, c'est ce qu'ils appellent le prana, ou il y en a d'autres qui regardent le soleil et qui se nourrissent des rayons du soleil. Il y a des explications scientifiques qui commencent en plus à expliquer comment ça peut se faire, un peu comme les plantes. Hein. On pensait que le corps humain fait pas de photosynthèse, mais il y a un type de photosynthèse, et dans les yeux, et sur la peau. Hein, la mélatonine produit, c'est un type de photosynthèse, comme les plantes, elles gardent certains rayons, et elles rejettent les rayons verts, c'est pour ça qu'elles deviennent vertes, ou elles gardent les rayons verts, je sais plus. Principe. Donc il y a des trucs qui se rapprochent un petit peu de ça, et beaucoup de personnes dans toutes ces traditions spirituelles. Il y a des festivals maintenant de gens qui se nourrissent de prana. D'accord.
Donc il y a des dizaines de personnes, des centaines qui se rejoignent, des personnes qui autour du monde, tu vois, se nourrissent comme ça de l'air, de l'énergie qui est autour de nous. Et ils font ça. Et c'est vrai que quand on fait un jeûne, moi je m'en suis rendu compte avec mon jeûne de 22 jours spécifiquement, c'est que après presque 3 semaines, je sentais qu'il y avait un nouveau fonctionnement au niveau de mon corps. Et j'ai commencé à gagner du poids, alors que ça faisait 19-20 jours que je faisais du jeûne classique. Et je recommençais à gagner du poids. Et jusqu'à 22 jours, j'ai continué à gagner du poids. Donc j'ai repris à manger après 22 jours. Mais j'ai gagné du poids sur la fin du jeûne. Ah ouais, c'est étonnant ça. Ouais. Parce en fin de compte, t'as fait un jeûne de 22 jours, donc un jeûne hydrique à l'eau, quoi. Et après, t'as arrêté de boire. Donc t'as rajouté 6 jours. Non. J'ai fait l'inverse. C'est que j'ai commencé avec 5 jours et demi de jeûne sec. Ouais. J'ai continué après en jeûne hydrique. Et pendant les 22 jours, en fait, il y a des moments, il y a plein de jours où je buvais pas non plus. Donc ça a été 5 jours et demi d'affilée. Et puis, je sais pas, 4-5 jours pendant les 22 jours où j'ai pas bu d'eau. Et donc, à partir de 19-20 jours, je me souviens que j'ai commencé à gagner du poids. Donc, je me pesais tous les jours et je regagnais du poids. Ah, c'est énorme, ça. Ah, c'est hallucinant. Ouais, bah ouais, c'est parce que là, du coup, l'explication, quand tu réfléchis physiologiquement, tu te dis, mais le poids, où c'est qu'il allait le chercher? Cette masse, où t'allais la chercher, tu vois? C'est la question. Tu te poses, tu te dis, où c'est qu'il allait le chercher? Après, donc, moi, ça dépasse mes compétences et mes croyances, hein, ce genre de choses que tu racontes. Mais je vois bien que ça m'arrive des fois d'expliquer à des gens qui ont encore cette croyance on peut pas vivre sans boire pendant 3 jours, à qui j'explique, je dis mais si, c'est possible et tout. Et je vois bien que quand on a une croyance, c'est très compliqué de l'enlever. Ouais. Donc par rapport à ce que tu me dis, j'ai une croyance. En plus, moi j'ai fait des études en physique, donc j'ai voilà, donc je suis plutôt quelqu'un de scientifique, donc j'ai besoin de preuves. Et du coup, c'est difficile, tu vois, ce que tu me dis là. Je dis, mais comment il peut prendre du poids, tu vois? Ouais. Bah, par exemple, la partie scientifique dans le jeûne sec, qui est intéressante, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un truc très basique, on brûle l'hydrogène dans les gras, qui se mélange avec l'oxygène, et donc on a de la molécule d'eau qui est créée, et c'est comme ça. Et avec les autres explications, si vraiment t'es en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on est intéressé par ce type de trucs scientifiques ou physiques, et que tu commences à regarder les connexions qui se font avec toi, ton intuition, toi, un regard plus global, bah, tu vois qu'il y a des connexions qui sont vraiment concrètes. Et que même si aujourd'hui la science l'a pas étudié, logiquement, tu te dis, bah ouais, il y a ça et ça et ça, et donc ça peut fonctionner. Tu vois, comme par exemple de pas boire du tout, même si on le prend plus dans les graisses, dans l'air, il y a des molécules d'eau. Tout à fait. Donc, le corps, il est capable, et il le fait tout le temps, d'assimiler ces molécules d'eau. Par la peau, ouais, tout à fait. Dans le jeûne sec, il y a des médecins qui, justement, expliquent qu'il y a 2 types de jeûne sec. Soit sans être en contact avec l'eau, soit en étant en contact avec l'eau en prenant une douche, et que, bah, ça change le fonctionnement du corps. Et un bain, je me rappelle un médecin qui expliquait ça, il remarquait que quand il y a des personnes qui prenaient un bain au jeûne sec, elles pouvaient prendre jusqu'à 500 ml d'eau à travers la peau. Ah ouais. C'est énorme, on se rend pas compte, tu vois, mais quand on te présente comme ça, bah ouais, on assimile toujours. Donc dans l'air, il y a toujours le corps, il est toujours en train de boire. Mais 500 ml d'eau, ouais, c'est beaucoup, hein. Donc voilà, après c'est vrai que tout le prana et tout ça, c'est des trucs qui vont un peu plus loin au niveau de l'entendement, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est quand on fait l'expérience de jeûne sec ou de jeûne classique suffisamment long, bah, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, parce que on a une énergie qui est complètement différente, et on a de l'énergie sans se nourrir. Donc il y a un truc qui change au niveau de nos croyances, il y a besoin de manger ou il y a besoin de boire. Et comme tu le disais, tu as fait du sport en jeûne sec, bah tu peux ne pas boire et ne pas manger, et malgré tout avoir de l'énergie pour faire du sport. Alors que beaucoup de personnes, toi tu as fait, bah justement, j'ai vu dans ton blog, tu parles beaucoup de perte de poids. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui veulent perdre du poids, et quand je leur dis, bah, par exemple, de faire un jeûne intermittent, de sauter un repas, elles me disent, ah, mais moi je me sens pas bien si je saute un repas. Et puis quand tu fais l'expérience, bah, pendant 5 jours, tu bois pas, tu manges pas, et que tu te sens bien, et que tu peux aller faire du sport ou aller, tu vois, marcher, etc. Il y a un truc qui change au niveau des croyances, il y a un truc qui se passe. Hein.
Ah oui, justement, bah, c'est pour revenir au début, là, quand je disais tes valeurs et que justement tu disais que tu expérimentais pour pouvoir comprendre. Donc, c'est justement comme ça qu'on évolue en changeant ses croyances et en testant, justement. Et effectivement, quand tu parles de ça, moi, je fais partie de ces gens qui, avant, ne pouvaient pas sauter un repas, qui, si je sautais un repas, eh ben, je me sentais pas bien, je faisais des crises de comment c'est là quand on manque de sucre, d'hypoglycémie. Et ce qui a fait, parce que je fais du jeûne intermittent, donc je déjeune plus. Mais ça a été effectivement quelque chose de très compliqué parce que je pensais au départ que il fallait pas sauter de repas. Et du coup, je faisais ces crises d'hypoglycémie, c'est ce que tu racontes là. Et la première découverte, rien qu'en arrêtant le petit-déj, ça a été de plus faire de crise d'hypoglycémie, puisque voilà, le corps, les crises d'hypoglycémie, c'est le corps ne sait pas aller chercher les réserves qu'on a en nous. Il fait une crise parce qu'il a l'habitude de recevoir une alimentation permanente. Hein, c'est un peu la problématique de notre société, je trouve, hein, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Ah ben c'est complètement ça, et au niveau de l'alimentation et au niveau mental, si on le ramène à un niveau psychologique ou spirituel. On a besoin d'être stimulé constamment, d'avoir des stimulations et des plaisirs instantanés constamment. Voilà, et donc le fait d'arrêter rien que le repas du matin, du coup le corps apprend à aller chercher en interne. Du coup, c'est comme ça qu'on perd du poids, c'est comme ça que le corps se met à fonctionner autrement, c'est comme ça que le corps et c'est comme ça qu'on n'a plus de crise d'hypoglycémie. Moi, je connais plus ça, quoi. Voilà, encore une croyance qui est tombée en faisant un test et voilà. Ah, c'est beau d'être capable de prendre la décision de faire ça, de le faire et puis de se dire bah ouais, ça fonctionne. Ouais. Et se dire nos croyances. Moi, c'est un des trucs que bah tu l'as vu dans quelques-unes de mes vidéos, dans la majorité, et puis dans le bouquin que j'ai écrit. C'est vraiment nos croyances, c'est ce qui dirige notre vie. Et si on sait comment les transformer ou comment les détruire si elles sont limitantes, on peut tout faire. Il y a plus de limites. Et au niveau de notre fonctionnement classique de notre vie, au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau physique, on le voit avec le jeûne. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu me parler un peu de ton bouquin? Ouais, le premier livre que j'ai écrit s'appelle Écoute ton cœur et vis tes rêves. Ouais. Et c'est un livre vraiment qui est venu de façon intuitive. L'histoire, en gros, hein, je suis parti faire le tour du monde il y a à peu près 9 ans. Et donc depuis, je vis en sac à dos. Et après quelques années, mon but, disons, c'était d'aller vivre dans des lieux spirituels. Il y avait vraiment une recherche spirituelle en moi très forte. Et donc, je suis allé vivre en Inde pendant longtemps. J'ai vécu au Sri Lanka dans un monastère bouddhiste pendant plus de 4 mois. J'ai été escalader l'Everest parce que c'était un des trucs que je voulais faire, pas jusqu'au sommet, mais jusqu'au camp un peu plus haut. Un truc de sportif. Un truc de sportif. Et puis j'avais vraiment cet appel vers l'Amérique du Sud, vers la tradition chamanique, tu vois, de reconnexion avec la nature. Et puis le Canada. C'était vraiment, je dirais, les gros points dans ma vision. Donc, je suis parti faire le tour du monde pour ça. Et puis, une fois que j'ai justement traversé tout ça, j'ai vécu dans les monastères, j'étais avec des chamans pendant des mois. Et je suis arrivé en Amérique centrale, au Panama. Après, je sais pas, ça faisait à peu près 3 ans, ça devait faire 3 ans que je faisais le tour du monde. Et on m'avait offert une villa dans la mer des Caraïbes, avec des hectares de terrain, des bananes, des cocos, des noix de coco partout. Et j'étais assis sur la terrasse, tu vois, sur un rocking chair. Et je regarde le coucher de soleil sur la mer des Caraïbes à 30 et quelques années. Et tu vois, et j'avais réalisé mon rêve de faire le tour du monde, de vivre dans tous ces lieux spirituels. Et j'étais assis là en train de regarder le coucher de soleil le premier soir où je suis arrivé dans cette maison. Et instantanément, je me suis dit, et maintenant quoi? Tu vois, c'était un peu comme si tu as presque fait le tour de ta vie. En tout cas, les choses importantes, tu vois, c'était genre l'objectif de ma vie depuis que j'avais, je me rappelle, 18-19 ans, je savais que j'allais faire le tour du monde. Et maintenant quoi? Et à ce moment-là, j'ai senti, partage avec les autres, montre-leur qu'ils peuvent aussi vivre une vie comme ça, épanouissante, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de leurs croyances, que ce soit des trucs avec le sport, le judo et tout ça. Et donc j'ai commencé à... Ouais.
Ouais, c'est là que tu as eu ta révélation et que tu t'es dit, bon, bah, je vais écrire ce bouquin. Ouais. D'accord. Ce soir-là, c'était vraiment très clair. Instantanément, hein, je suis rentré à l'intérieur, j'ai pris un bloc-notes et j'ai commencé à écrire le bouquin. J'ai écrit tout le bouquin comme ça. Je suis resté 5 semaines dans cette maison et j'ai écrit tout le bouquin comme ça en 5 semaines avec mon bloc-notes. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'était cool. Et ce qui est encore plus beau, c'est que ça m'a mis sur un chemin qui aujourd'hui m'épanouit à 1000%, qui est comment je peux aider les autres. Et c'est ce qui m'a mis sur ce chemin aujourd'hui, d'être formateur de coach et de thérapeute, d'avoir été coach et thérapeute une grande partie de ma vie, et de faire un truc, et au niveau spirituel, d'organiser des retraites pour aussi, au niveau spirituel, amener les gens sur leur chemin ou les reconnecter avec leur spiritualité. Et c'est vraiment ce jour-là que pour pas de souci, que tout a basculé pour moi. Et c'est un point qui est important, tu vois, je pense à noter, c'est il y a beaucoup de gens qui me demandent comment, tu vois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie, quelle peut être leur mission de vie quand on parle de choses comme ça, et puis qu'on n'a pas trop de clés. Et vraiment, pour moi, je pense que la clé, c'est qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et là, t'es dans un truc, tu vois, qui a un niveau spirituel, qui a un niveau beaucoup plus élevé et beaucoup plus nourrissant. Ouais, qu'est-ce que je peux donner, que je peux apporter. Au lieu de qu'est-ce que je peux faire, recevoir pour moi, et là, tu te nourris à un niveau qui est justement psychologique et spirituel où t'as rien besoin d'autre. Tout à fait, je comprends tout à fait. Qu'est-ce que tu peux apporter au monde? Je pense que c'est une question qu'à un moment il faut tous qu'on se la pose. C'est important et ça nourrit effectivement ta personne, ta motivation. Ça te permet d'avancer. Et puis c'est quelque chose de très. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert. En fin de compte, il y a pour te raconter par rapport à ça. Cette découverte d'aider les autres. Donc, moi, j'ai toujours. Alors, je suis musicien. Okay. Donc, j'ai une grosse vie de musicien. Je suis salarié en tant qu'informaticien, mais le musicien que j'ai été, donc je faisais des compositions. Donc, c'était des chansons qui parlaient de moi, mais j'avais pas mal de personnes qui étaient autour de moi et que justement, en échange, comme je pouvais pas leur donner d'argent, je les aidais. Je les aidais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis dans mon univers professionnel en tant qu'informaticien dans l'entreprise où je travaille, où je travaille encore parce que je suis salarié. Je travaille à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et du coup, il y a 4-5 ans, je me suis mis dans un syndicat pour défendre les salariés et je suis devenu représentant du personnel pour accompagner les salariés parce que le monde du travail souffre de plus en plus et les gens souffrent de plus en plus de pas se réaliser du tout dans leur travail et même plus, hein, il y a de plus en plus de mal-être, c'est terrible. Donc, et là j'ai découvert, j'ai vu que avec mon expérience en tant que salarié depuis un petit moment, moi j'ai fait un gros travail psychothérapeutique. Donc la psychologie fait beaucoup partie de moi. Et ben j'ai vu que je pouvais accompagner et aider les gens et donc pendant 3 ans ça a été mon la première chose que j'ai faite d'accompagner les salariés, de les recevoir. En plus je suis dans une entreprise qui le permet vraiment et où on a une vraie place pour ça, pour aider les gens. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le plaisir de la satisfaction d'accompagner les gens, de les porter littéralement hein, quand ils sont au fond du gouffre et du coup de dire bon comment je vais faire pour t'aider. Et c'est là que tu te rends compte que pour aider les gens c'est un ensemble de choses. Tu peux pas moi dans ma thématique là je parle de perte de poids et tout, mais quand j'accompagne des gens encore là je coach des gens pour la perte de poids, mais c'est pareil, j'aborde tous les sujets. Parce que bien souvent le poids, la perte de poids, c'est juste le haut de l'iceberg et il y a des vraies raisons qui sont cachées et du coup j'aide les gens à découvrir ces vraies raisons, à les comprendre parce que c'est à ce moment-là vraiment qu'ils pourront perdre du poids et qu'ils pourront définitivement perdre le poids, c'est en comprenant pourquoi ils ont besoin de compenser avec la nourriture.
Quel est le problème dans leur vie qui fait qu'ils compensent. Voilà. Voilà. Donc, et donc, je travaille encore au jour d'aujourd'hui avec ce blog et cette chaîne, justement, à accompagner des gens pour les aider à réellement perdre du poids et à découvrir les vraies raisons, quoi. C'est génial que tu vois les choses comme ça. Déjà que tu te sois rendu compte avec ton travail d'aider comment ça t'a nourri et que ça te nourrit encore aujourd'hui et que ça te dirige justement d'aider les autres aussi pour la perte de poids parce que tu as eu cette expérience toi, donc tu peux aider les autres. Et moi, ça me parle beaucoup quand tu dis c'est un ensemble. Parce que tu sais, je forme des coachs, je fais ce qu'on appelle une formation holistique. Donc, je prends en compte vraiment tous les éléments de l'être. Parce que dans mon travail de coaching, je me suis rendu compte qu'effectivement, que ce soit un problème particulier, il est toujours relié avec tout un ensemble, que ce soit pour la perte de poids, pour d'autres choses. Et effectivement, il y a cette notion il y a un truc qui m'a touché dans ce que tu disais, c'est quand tu accompagnes les salariés qui sont au plus bas, un des trucs que je me suis rendu compte dans la société en général, vraiment qui est important, c'est la notion de sens, de trouver du sens à notre vie. Tout à fait. Et ça peut aller dans la direction, tu vois, d'aider les autres. Tout le monde n'est pas fait pour ça complètement, mais ça aide beaucoup de personnes. Mais le simple fait de se reconnecter avec nos valeurs, avec notre fonctionnement, avec ce qui est important pour nous. Dans une entreprise, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est l'entreprise, elle correspond plus à mes valeurs. Voilà, la façon dont ils sont les salariés, ce qu'ils font dans la société, l'environnement, etc. Et comme tu dis, tu vois, si tu arrives à prendre l'ensemble, en fait, le problème en lui-même n'est plus un problème. La perte de poids n'est pas un problème. On peut ne presque pas en parler, travailler qu'au niveau mental, et la perte de poids va se régler d'elle-même. Tout à fait. On insiste toujours, on pense toujours à qu'est-ce qu'il faut manger, machin. Alors c'est important effectivement parce que ça aide. Mais la partie mentale, c'est 80% du boulot qui est fait, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bah oui, c'est comme ça que je vois les choses sur un côté global. Et effectivement, au début, la personne arrive et me dit voilà, je veux perdre tant de kilos. Et puis rapidement, la discussion, le sujet dévie et je vais vers les autres choses en fin de compte. Et la perte de poids, la personne après limite, elle perd le poids qu'elle veut si elle veut, mais c'est pas ça la chose. Je t'ai entendu parler des valeurs. C'est quelque chose d'important. Ne serait-ce que les gens des fois ne savent pas quelles sont leurs valeurs. Voilà, déjà le fait de faire découvrir à la personne quelles sont tes valeurs, tes 2-3 premières valeurs importantes dans ta vie qui te font avancer, qui te motivent, qui te nourrissent. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire quand la personne, au bout d'une demi-heure, elle comprend qu'elle a des valeurs et qu'il faut les respecter et les nourrir et que c'est comme ça qu'elle va être mieux et que du coup, ça va l'alimenter autrement. Et voilà, donc oui, tout à fait. Donc j'aime beaucoup ce que tu dis. T'imagines, ouais. C'est vraiment l'essence de l'être. Ce truc des valeurs, c'est, je pense, au niveau, tu vois, psychologique ou développement personnel, je pense que c'est une des fondations les plus importantes. Tu peux ne faire que ce travail-là avec quelqu'un au niveau de psychologique ou développement personnel. Déjà, ça va transformer sa vie complètement. Comment est-ce que tu fais, toi, pour aider la personne à se reconnecter avec ses valeurs, à prendre conscience de ses valeurs principales? Quelle est ta manière de faire? Je lui pose des questions. D'accord. C'est-à-dire, comme la personne, je peux pas lui dire les choses, je lui pose des questions, comme ça elle me donne ses réponses, et du coup, à force de répondre, elle répond, et au bout d'un moment, elle prend petit à petit dans la discussion, je sens qu'elle prend conscience, parce qu'elle apporte ses réponses, ses propres réponses. Et en fonction des réponses qu'elle apporte, ça me permet de voir où elle en est. Dans son cheminement à elle, où elle en est par rapport à sa prise de conscience, parce que c'est une prise de conscience. Mon objectif, c'est que la personne, elle prenne vraiment conscience de pourquoi elle en est là au jour d'aujourd'hui. Après, je lance des mots comme est-ce que tu sais ce que c'est qu'une affirmation, ou je dis comment tu te vois dans 6 mois, pour se visualiser dans 6 mois. Ça permet aussi comme ça de découvrir les valeurs des gens. Et donc la personne, j'appuie sur, par exemple, la personne me dit, je me vois dans 6 mois faire ceci, cela. Je vais lui dire, tu vois, tu me dis ça, donc je suppose que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et donc la personne va valider par elle-même. Voilà, je fais comme ça, en fin de compte, j'avance à travers des questions. Ouais. Des prises de conscience, aider la personne à prendre conscience des différentes choses qui sont importantes pour elle, et donc ça correspond à ses valeurs.
Voilà, tout à fait. D'accord. Wow. Beau travail. Ouais, Aujourd'hui, tu fais ça en plus de ton activité donc informatique. Tu fais à côté de ça ton blog et t'accompagnes des gens pour la perte de poids. tout à fait. D'accord. Wow. Ah, ça doit être vraiment motivant et nourrissant pour faire ça en plus de ton boulot en ayant une famille de 5 enfants. C'est que ça doit te nourrir à un niveau assez important, ça. C'est quelque chose de très important. Toujours, hein, c'est pareil quand on a une histoire, on a besoin après derrière de réparer certaines choses, justement, et c'est en aidant les autres qu'on peut les réparer. Donc voilà, oui, c'est quelque chose d'important pour moi, tout à fait. Après, j'ai pas énormément de temps, donc je le fais dans le temps qui m'est imparti. C'est normal. Ouais. Et alors, et toi, comment tu fais du coup, comme tu as dit que tu accompagnais des coachs. Donc, en fin de compte, tu formes des coachs pour en quoi ça consiste ta formation holistique? Alors, en gros, il y a deux types de personnes qui viennent me voir. Soit des personnes qui sont déjà coachs ou thérapeutes qui veulent apprendre certaines méthodes, soit plus spécifiques par rapport à leur travail ou par rapport à ce que moi j'enseigne, ou des personnes qui ont aucune base. Et dans les deux cas, la manière dont je présente la formation holistique, en gros, c'est des outils de thérapie et de coaching et toute la partie physique et spirituelle. Donc il y a cet ensemble dont on parlait, la partie mentale, physique, spirituelle, émotionnelle. Et donc, on travaille à différents niveaux. Il y a des outils de communication. Par exemple, c'est pour ça que je te posais la question là, avec les valeurs. Ce que tu me dis, ça reflète un petit peu un type de communication, de l'approche centrée sur la personne, qui est une communication empathique où on va aider la personne à prendre conscience de ce qu'elle nous dit, de ce qui est important pour elle, de l'aider à mettre de la lumière sur des aspects qui sont pas clairs dans son fonctionnement, dans son inconscient. Et puis après, il y a des outils vraiment spécifiques comme la thérapie Gestalt, la PNL, l'hypnose, des choses un peu comme ça qu'on vient rajouter pour amplifier les effets de ces techniques-là, des bases de coaching, moi en tant que sportif, avec tout ce que j'ai pu apprendre et utiliser dans ma vie, et puis des techniques vraiment de coaching pur, d'atteinte d'objectifs, etc. Comme tu parlais, par exemple, d'imaginer dans 6 mois comment ce serait, des choses comme ça, qui sont des techniques de coaching. Et puis il y a vraiment toute l'approche spirituelle, qui pour moi, quand je mets le mot spiritualité, c'est vraiment la notion de conscience. Tu vois, le fait d'ouvrir notre conscience, il y a plein de méthodes qui peuvent nous permettre d'être plus conscients des choses. Et le moment où on ouvre notre conscience, nos perceptions, on prend conscience d'autres choses qu'on n'était pas conscient avant. Que ce soit de ce qu'on est réellement, si on parle au niveau de notre être, que ce soit d'autres dimensions, si on parle de trucs spirituels peut-être un peu différents. Et donc, il y a des outils, des méthodes, et la pleine conscience, pour moi, c'est un des outils les plus importants, la méditation. Parce que on va chercher les réponses à l'intérieur de nous. On met de la clarté, on met de la lumière sur des choses qui sont inconscientes. Et on peut voir des choses au niveau émotionnel, psychologique, et au niveau spirituel, des choses qu'on pensait pas être existantes, mais qui sont aussi une partie de nous, ou qui détruisent des croyances de ce qu'on croit être. Voilà, j'avance comme ça, j'entraîne les personnes à comprendre ça pour elles-mêmes, et puis une fois qu'elles les ont assimilées avec des outils concrets, elles peuvent les utiliser avec d'autres, donc elles deviennent, celles qui ne le sont pas déjà, coach ou thérapeute. Ah, on voit que c'est quelque chose que tu maîtrises bien et que tu fais depuis longtemps. J'ai eu la chance de commencer à être plus ou moins coach ou être coaché quand je faisais du judo à haut niveau et j'avais 17 ans à l'époque. Ouais, d'accord. Et à cet âge-là, j'entraînais aussi des plus jeunes à devenir des judokas. Donc on faisait des entraînements de judo, on faisait de la compétition. J'entraînais mes potes à l'époque à faire de la musculation, etc. Tu vois, au niveau sportif. Ouais. Donc je dirais que ça a été vraiment pour moi une ligne directrice toute ma vie. Après, ça s'est manifesté de différentes manières. Quand j'étais prof de yoga et de tai chi, ça intégrait plus la partie spirituelle. Donc ça a été une période de ma vie aussi où vraiment je faisais que ça, mais les 3/4 des séances, ça devenait des séances de coaching plus que des séances de yoga, ou alors des enseignements spirituels et autres. Donc, effectivement. Et puis après, comme je te disais, j'ai voyagé pendant 9 ans autour du monde, donc ça a été un tout autre monde et relation avec les personnes avec qui j'étais en relation. Ça, c'est quelque chose que je ferais aussi, le voyager autour du monde. C'est parce qu'en fin de compte, tu as dû rencontrer et voir beaucoup de fonctionnements, ça t'a sûrement beaucoup nourri. Et ça te permet du coup, comme ça, quand tu prends tous ces fonctionnements, tu fais un mélange et hop, tu le recrées pour toi.
par rapport à ton approche et donc on sent vraiment une grande richesse dans ce que tu dis, dans ce que t'as vécu. Ouais, c'est passionnant, hein. C'est super. Ouais. Bah, je pense que c'est un peu comme ce que tu disais par rapport à toi, c'est gentil, j'apprécie. C'est la même chose que quand on a vécu un truc comme toi, tu vois, par rapport à la perte de poids ou les jeûnes, tu peux le transmettre parce que ça devient une partie de toi. C'est plus juste de l'enseignement, c'est pas juste technique, c'est pas juste, tu vois, de la méthode. C'est aussi, bah, je l'ai vécu. Et donc les gens le sentent dans ta voix. Il y a vraiment un truc qui se passe au niveau de la confiance, de la conviction, parce que tu as vécu le truc. Donc il y a pas de doute en toi. Et je pense qu'avec effectivement toutes ces expériences, quand tu me dis par rapport à ce que j'ai fait, c'est un peu la même chose, c'est d'avoir vécu comme ça, d'avoir intégré tout ça sans vraiment en prendre conscience sur le moment, en tout cas simplement être dans ce flow de la vie. De dire ça me rappelle un point important, c'est la société dans laquelle on vit. On fonctionne avec la peur. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec la peur. Tu vois, de pas pouvoir ou de pas vouloir ou de pas avoir la capacité de faire quelque chose. Et je pense qu'un des enseignements que j'ai eu en faisant le tour du monde comme ça, c'est de faire confiance à la vie. Je me suis retrouvé dans des situations, comme tu peux imaginer, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou autre, tu vois, avec mon sac à dos, tout seul au milieu de nulle part, pendant des jours, des semaines, sans savoir où j'allais dormir le soir même, etc. Et en fait, quand tu fais confiance à la vie, parce que t'as pas le choix, j'avais pas d'argent, j'avais très peu d'argent quand j'ai voyagé comme ça, tu te rends compte que la vie, elle te donne tout ce que t'as besoin. T'avais toujours quelqu'un pour me donner à manger quand j'avais pas à manger, t'avais toujours quelqu'un pour me permettre de dormir, et puis il y avait toujours la nature, j'avais ma tante dans mon sac à dos, et toujours la nature pour te recevoir aussi. Donc à un moment donné, tu fais confiance, tu vois, tu te dis, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de toit, mais j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai la nature, j'ai ma tante, je m'allonge là et je suis bien. Et puis des gens qui t'aident, j'ai fait du stop partout dans le monde, t'as tout le temps des gens magnifiques qui veulent t'aider. Tu vois, qui font des détours absolument énormes pour simplement pour t'aider, quoi. Pas juste parce que tu as besoin d'aller quelque part, mais parce qu'ils ont envie de t'aider, de donner. Donc il y a un moment où tu fais confiance à la vie d'une autre manière aussi, où il n'y a plus ce truc de il faut que je gagne de l'argent, il faut que je prenne soin de ma famille, machin. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai un bébé qui a un peu plus d'1 an. Et c'est ce qui me reste aujourd'hui dans ce fonctionnement, c'est de me dire, je vais pas changer ce fonctionnement et me dire qu'il faut, tu vois, que j'ai un travail différent ou un truc fixe ou machin, parce que il y a le bébé. J'ai confiance, la vie, elle nous donne ce qu'on a besoin. Et depuis l'année dernière qu'il est né, c'est ce qui s'est passé. En 1 an, tu vois, on a voyagé, on a fait encore tout un tas de voyages, tout un tas de choses, et la vie continue, et je peux continuer mon activité à distance, et puis les gens, ils viennent là où je suis, ou moi, tu vois, je peux voyager pour continuer mes enseignements. Donc il y a vraiment un truc tu vois, de confiance en la vie où elle est abondante. Et je pense que moi, en tout cas, dans mon voyage, pour arrêter à ce niveau-là, c'est vraiment un des trucs les plus importants qui m'a nourri, c'est ça. Cette abondance et cette générosité des gens et de la vie. C'est super ce que tu dis. Je partage vraiment complètement ton avis sur comment tu dis les gens. Moi, la gentillesse des gens. C'est les gens en règle. On entend souvent parler des gens qui ne le sont pas, mais ils ont une raison. C'est très rare. Mais la plupart des gens, à 95%, sont d'une gentillesse, sont prêts à t'aider. Moi, j'ai vécu ce que tu racontes avec mes 5 enfants, où je me suis retrouvé dans des situations des fois abracadabrantes, parce que bon, nous, on part beaucoup en vacances, mais on va pas très loin parce que c'est compliqué, mais on reste en France. Mais on part beaucoup en vacances, et puis on fait du camping, voilà, on se débrouille. Et puis même dans la vie de tous les jours, avec tous ces enfants, je me suis retrouvé dans des situations pas toujours évidentes. Et je me rappelle très bien, je t'écoutais parler, et je me rappelle très bien au début avoir ces peurs, ces fameuses peurs que tu parles, mais vivant ces difficultés avec mes enfants, je ne vais pas rencontrer, j'en ai tellement rencontré avec la quantité d'enfants et chacun ses problématiques, tout ça. Au bout d'un moment, je suis arrivé à ce que tu dis, c'est-à-dire je fais confiance à la vie. Et puis finalement, je dirais même plus loin, je dirais même la vie est ton amie en fin de compte. Parce que elle fait toujours les choses bien, en fin de compte, pour que finalement tu retombes sur tes pieds. Alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi s'inquiéter finalement? Et à partir de ce moment-là, quand tu enlèves cette inquiétude et que tu es dans cette confiance, les choses deviennent beaucoup plus simples et tu peux aller beaucoup plus loin.
tu vas beaucoup plus loin. Et du coup, là, encore une fois, tu casses beaucoup de croyances. Hein. J'aime beaucoup quand tu as dit tu te sens obligé de travailler. Là aussi, ça a beaucoup résonné en moi parce que je suis en train de transformer ma vie personnellement en ce moment. Là, bon, tu vois, je pensais pas que j'allais parler jusque-là, mais je suis en train de transformer ma vie parce que je suis salarié depuis 20 ans. Et j'ai envie de, voilà, j'ai envie de faire le tour du monde justement. Et donc c'est quelque chose que je vais faire là dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc je suis en train de construire une façon de vivre autrement en travaillant plus avec plus le minimalisme, en me séparant le plus possible de mes biens, en me rendant compte que finalement j'ai pas tant besoin d'argent que ça. Donc avec ma femme, on est en train de travailler là-dessus, c'est-à-dire on est en train de se rendre compte, bah finalement, tiens, on a besoin que de ça, puis de ça, puis donc on est en train de diminuer notre budget et on se rend compte que notre budget de vie, on en a, voilà, il est pas si grand que ça et on est en train de prendre conscience que le monde salarial, on va le quitter parce que on va pouvoir vivre autrement. Donc on est en train de mettre en place des stratégies différentes. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, donc je te le dis, d'ici 1 ou 2 ans, je ne serai plus salarié. J'aurai l'argent que j'ai besoin pour vivre autrement. Ah ouais. Et à partir de ce moment-là, un de mes rêves à moi, c'est justement de faire ce que tu as vécu, c'est-à-dire d'aller voir comment ça se passe ailleurs dans le monde, avec mes enfants qui seront là avec moi, parce que j'en ai un qui vient de partir de la maison. Donc j'en ai encore 4, mais il y en a 2 qui sont encore un peu petits, mais partir vivre avec eux dans des pays à droite et à gauche. Justement, comme tu as dit, avec un sac à dos sur le dos, comme tu vis, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, putain, je suis content pour toi. On sent que c'est vraiment un truc qui est important et puis tu t'es en train de mettre des trucs en place, donc ça va se faire, ça c'est sûr. Oui, ça va se faire. Ouais. Bah, un des trucs que tu appliques, qu'on me demande souvent et justement que tu appliques complètement, c'est pas tant de gagner beaucoup d'argent, c'est combien j'en dépense. C'est ça. C'est ça le secret, en fin de compte. Alors je peux te raconter si tu veux, parce qu'en tant que salarié, comment c'est venu, puis ça peut intéresser. C'est que dans nos métiers, les salaires n'augmentent plus vraiment. Donc après m'être battu pour travailler plus et avoir une augmentation qui était un petit pécule, justement avec ma compagne, on s'est rendu compte que en revoyant notre façon de vivre, on dépensait, un mois, je me rappelle encore ce mois, c'est extraordinaire, on se dit bon, il faut qu'on essaye autrement, et tiens, si on voyait plus comment fonctionne notre budget. Et puis on a tout noté, on a vu ce qu'on a dépensé, et le mois d'après, on s'est rendu compte qu'on avait dépensé 500 € en moins. Et là, je lui ai dit, elle est là mon augmentation, je viens de gagner 500 € finalement. Exactement. Voilà. Et du coup, on est parti dans ce fonctionnement-là. On s'est dit bon, ok, on a fait ça avec le budget, on va faire ça avec tout finalement. Et voilà. Et c'est la solution à la liberté. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Magnifique. Wow. Ouais. Il y a tout un mouvement. Je suis content que tu fasses ça pour toi. Moi, c'est vraiment un des trucs que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos et puis les stages que je fais, etc. Il y a vraiment un truc qui est lié à ça. Il y a tout un mouvement de gens, tu vois, qui vivent justement, on appelle ça off-grid en anglais, je suis pas sûr du terme en français, d'être en dehors du réseau, ça veut dire. C'est-à-dire que t'es pas connecté au réseau. Tu limites toutes tes dépenses ou tu trouves d'autres solutions, que ce soit les panneaux solaires, que ce soit, tu vois, d'avoir un puits, ce genre de choses qui permettent pour les personnes qui veulent encore avoir une maison, tu vois, vivre comme ça, mais d'être déconnecté de tout le reste et d'être libre à ce niveau-là. Et quand tu regardes tout autour de toi, il y a l'information, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes qui vivent comme ça aujourd'hui. Avec le confort qu'on peut ou vouloir ou avoir avec notre vie de tous les jours. Parce qu'avec 5 enfants, tu vois, t'as besoin d'une machine à laver, par exemple. Il y a un mec génial, moi, que j'ai découvert en France, qui s'appelle Patrick Baronnet, c'est un monsieur qui vit depuis 40 ans en autonomie complète. Donc, dans sa maison, lui, il expliquait, par exemple, la machine à laver. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu peux pas vivre en autonomie parce que ça demande tellement de puissance pour fonctionner. Mais en fait, lui, ce qu'il explique que c'est la résistance à l'intérieur qui chauffe l'eau qui demande énormément de puissance, mais que la machine en elle-même n'en demande pas tant. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déconnecté la résistance, qu'il a amené
l'eau chaude directement de sa cheminée, où il y a un tuyau qui chauffe l'eau quand il fait tourner la cheminée. Et donc, tu as ton eau chaude, ou du fois, lui, il a un panneau solaire, mais une des autres solutions pour l'eau chaude, ça peut être ça sur une cheminée ou sur des panneaux solaires qui permettent de chauffer l'eau, qui amène ça à sa machine à laver, qui fonctionne avec 500 watts ou 300 watts au lieu de 2000 ou 3000. Et donc, il peut la faire fonctionner avec ses panneaux solaires. Ouais. Tu vois, et même en se disant, hein? Ouais, c'est ingénieux. Ah ouais, c'est génial. Et donc lui, il a tout un tas de trucs. Il vit pas loin de la Bretagne. Il a un lieu où il reçoit plein de monde. Il y a plein de vidéos si tu veux voir. Ouais, mais j'ai noté son nom. Ah ouais. J'ai noté justement. Et quand tu commences à t'ouvrir comme ça à d'autres trucs, tu dis, parce que par exemple, moi j'ai plein de potes, ils me disent, c'est génial ce que tu fais, mais nous on veut garder, tu vois, notre confort, la femme elle veut ci, elle veut ça. Et tu peux malgré tout être complètement déconnecté du réseau et vivre en autonomie, tout en ayant tout le confort que tu as envie, si c'est ça que tu as envie d'avoir. Donc les solutions, elles sont là pour tout le monde. Tu vois, n'importe qui peut arrêter de bosser, n'importe qui peut vivre en autonomie. Elles sont là les solutions. Et encore plus des personnes qui sont comme dans ta situation où tu es salarié, où tu as déjà une situation, que tu payes un crédit ou autre. Il y a encore plus de solutions pour sortir de ça parce qu'il y a quand même une base qui permet ça. Tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Je pense que c'est un truc important à partager qui intéresserait beaucoup de personnes, de partager cette expérience que tu es en train de vivre aussi là en faisant ça, tu vois, de motiver, d'inspirer. Moi, c'est un des trucs qui m'a motivé à écrire mon bouquin, c'est d'inspirer, de montrer que c'est possible. Toi, moi, j'ai rien de plus que n'importe qui. Toi, t'as rien de plus que n'importe qui. On peut le faire, les autres, ils peuvent le faire. Ils peuvent perdre du poids, ils peuvent s'arrêter leur boulot, ils peuvent voyager autour du monde, tu vois. Tout à fait. Bah, c'est que à la base, c'est parti en fin de compte de cette, tu vois, c'est parti de ce besoin de perte de poids qui m'a amené là, qui m'a amené là, qui m'a amené là, et autour de tout ça, il y a le jeûne qui m'a amené vers la méditation qui m'a amené vers le jeûne, qui m'a amené du coup à me regarder, à me poser des questions, à découvrir qu'on pouvait faire autrement. Enfin, tu vois, tout à coup, comme tu dis, là, sortir du système. Je me rends compte qu'on peut sortir du système en s'écoutant, en écoutant ses valeurs, quoi. Voilà. En conscience, en ouvrant nos perspectives. La méditation, je pense que c'est une des clés pour moi les plus importantes. Il y a vraiment un truc qui se passe au niveau du fonctionnement mental. Ils l'ont prouvé au niveau scientifique des maintes et maintes fois. Il y a des dizaines de milliers d'études là-dessus qui montrent que le fonctionnement du cerveau fonctionne complètement différemment en méditant. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur la méditation. Hein. Moi, je médite au moins minimum une fois par jour, voire 2 fois, 10, 15 minutes, 20 minutes, parce que justement, comme tu dis, enfin, personnellement, ma journée n'est pas la même si j'ai médité ou si je médite pas. Voilà, il y a pareil, moi je comprends pas comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose qui est très important. J'en parle d'ailleurs assez souvent dès que je peux. Il y a un des points pour moi qui est vraiment une des clés. Je sais pas si on doit continuer, si ça continue d'enregistrer. Mais ouais, ça enregistre. Ouais, bah on est un peu, bah tu vois, on est parti. Tu m'as dit au début, bon, on laisse partir. Je suis bon, allez, on tente, hein, voilà. Ouais. Tu fais confiance à la vie et les choses, elles se font toutes seules. Voilà. Vas-y, tu voulais dire quoi? Sur la méditation, pour moi, une des clés, je dirais, pour le comprendre au niveau du fonctionnement, c'est quand on a des pensées, des émotions, des choses qui nous perturbent, on est souvent accroché avec et elles nous emportent. C'est presque elles qui nous contrôlent. Parce qu'il y a soit une situation particulière dans la vie qui est difficile, parce que la relation elle est difficile, le boulot, machin. Et en fait, ça nous emporte avec. Et la méditation nous permet de prendre ce recul et de pouvoir voir la situation sans y être accroché. Tu vois, le fait qu'on s'assoit et qu'on observe la respiration, qu'on observe nos pensées, le fait qu'on est capable d'observer quelque chose, c'est qu'on n'est plus cette chose. On est capable de la voir avec de la distance, du recul. Et c'est souvent ce que les gens ils nous disent quand il y a quelque chose qui va pas dans leur vie, c'est faudrait que je prenne du recul, ou j'ai besoin de prendre du recul, ou c'est pour ça qu'on va en vacances, prendre du recul sur notre vie. En fait, quand on médite, tous les jours, on fait ça avec nos pensées, notre stress, les choses qui nous perturbent. Et donc, elles perdent leur force, elles perdent leur emprise sur nous. Et donc, on a beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de clarté pour voir les choses clairement. Tout à fait. Super. Bah écoute, on va peut-être arrêter là. Hein.
Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, pour ce partage, cette discussion, cet échange. Moi, je suis très content d'avoir pris contact avec toi, d'avoir eu cette discussion. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi d'avoir fait le pas de venir vers moi et de me contacter. Bon, en tout cas, je pense que quoi? Je dis, ça a créé cette belle situation, ce bel échange, ce bel partage. Et il y aura même, moi, tu vois, ce que je me suis dit quand j'ai écrit mon premier livre, c'est, à aucun moment je me suis dit, déjà, je savais même pas si j'allais le publier ou comment j'allais le publier. Et le moment où j'ai réussi à le publier sur Amazon, qui aujourd'hui, on pourrait refaire une vidéo juste là-dessus, où n'importe qui peut s'auto-publier très facilement. Donc, tu peux publier un livre et le faire commander ce qu'on appelle de sur demande. Ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est génial. Et comme la vidéo, tu vois, je me dis, même s'il y a une personne que ça touche et que ça lui permet de changer sa vie, tu vois, c'est absolument génial. On est nourri juste avec ça. Donc, s'il y a une personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout et donc qui a été motivée, inspirée, ben, bravo à elle et merci parce que ça nous nourrit de savoir ça. Bah, j'espère. Magnifique, Gabriel. Bah, écoute, au plaisir de refaire un échange quand tu veux, que ce soit personnellement pour savoir un peu comment ça avance de ton côté. Moi, je suis curieux de voir où ton chemin va te mener. Et ben, pourquoi pas refaire une vidéo? Je te dirai. Et puis, justement, quand j'en serai à me balader, ça sera justement le moment de pouvoir peut-être arriver où tu es. Je sais pas. Hein. Là, en ce moment, tu es en Finlande. Mm-hmm. C'est encore un pays qui, tu vois, que je connais pas du tout. Ça doit être bien intéressant. En plus, moi, avec ma curiosité, tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit être vraiment passionnant. Voilà. Que ce soit au niveau, partout autour du monde, moi, vraiment, le truc, c'est, il y a la nature. Et la partie nature qui vraiment, tu vois, est tellement différente et belle de plein de manières. Et puis la partie culture des gens qui ont une façon de fonctionner. Moi, j'adore vraiment voir, il y a tu vois, ce truc de conditionnement, de casser nos croyances, de voir des fonctionnements différents. Complètement différents de ce qu'on vit nous. Dans leur façon de vivre et leur attitude dans tout, il y a des pays comme l'Inde, enfin, il y a rien qui est en lien avec notre façon de vivre en Europe, tu vois. Ouais, parce que ça va te nourrir, ça va te donner des idées, ça va te permettre d'avancer, c'est super. Ouais. C'est bien, t'as eu un enfant, c'est génial. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien ça. C'était juste. Ouais. Une femme que j'ai rencontrée en Bolivie il y a quelques années. Ouais. Elle voyageait en sac à dos aussi. Ah bah voilà. Et tu sais, tu me disais tout à l'heure à partager mon expérience. Moi, ça fait pas très longtemps, en fin de compte, que toutes ces découvertes pour moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, je commence tout juste, donc je suis encore dans l'interrogation. Comment partager? Je pense que j'ai pas encore assez de maturité. Comme tu disais tout à l'heure, c'est après avoir vécu tout ça que je me suis posé, j'ai regardé ce coucher de soleil et je me suis mis à écrire ce bouquin parce que c'était assez mûr. Je pense que je suis pas encore assez mûr pour partager, mais je retiens l'idée du partage. Ouais. Là, simplement le fait qu'on vient d'échanger là-dessus, je pense que c'est déjà un beau partage pour les gens de se dire que tu es dans cette démarche. C'est vrai. Que tu es en avant vers ça, que tu as ces idées, que tu as envie de le mettre en place, que tu es en train de le mettre en place avec ce que vous avez faire avec le minimalisme et tout ça. Ça peut être juste une vidéo et voilà. Enfin bon, tu feras ce qui est juste pour toi, mais je veux dire, moi ce que je me suis rendu compte, on a souvent peur ou on se dit on peut pas enseigner quelque chose à quelqu'un tant qu'on n'est pas, tu vois, expert ou qu'on n'a pas la maturité. Alors que si on a un pas d'avance, on peut enseigner à la personne de faire ce pas. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être arrivé au bout du chemin. Et moi, j'ai ce pas-là que tu n'as pas encore fait. Voilà comment je l'ai fait et ça peut peut-être être utile. C'est pour ça qu'on peut tous, et c'est un message aussi là pour toutes les personnes qui voient la vidéo, c'est qu'on peut tous transmettre quelque chose, donner quelque chose, apporter quelque chose aux autres. Parce qu'on a des pas d'avance sur plein de domaines différents et que ça peut nous aider à avancer. C'est vrai, tu as raison. Le minimalisme, je pense que c'est un sujet génial qui peut être développé à niveau.
Moi, je voulais m'y pencher. J'ai plein de trucs. J'ai pas assez de temps pour faire toutes les vidéos. Il y a plein de trucs qui peuvent aider ou tu vois donner d'autres perspectives aux gens. Je pense que le minimalisme, effectivement, c'est un des sujets qui est vraiment. Bah c'est ça, c'est que tu découvres ça, puis du coup tu découvres ça, puis ça t'amène à ça, puis du coup c'est un ensemble finalement. Hein. C'est vrai que cet outil du minimalisme, moi je dis minimaliste, je sais même pas si toi tu le dis aussi, donc ça doit être ça, je sais même pas si le terme est bon, mais c'est vrai que ça t'amène ça c'est vrai que c'est une grosse découverte quoi. C'est un sacré outil quand même et puis c'est une valeur que j'ai mis longtemps à comprendre en fin de compte. Mhm. Voilà, donc c'est bien quand tu as quelqu'un qui t'en parle, qui te la présente comme ce que tu fais finalement, et ben c'est super quoi. Poussé à son extrême, c'est dans la partie spirituelle, c'est la partie de renoncement. Les moines ils renoncent à tout, tu vois, et c'est poussé à l'extrême, c'est qu'ils peuvent même pas, s'il y a personne qui leur donne à manger, par exemple la tradition bouddhiste que je suis, s'ils se baladent avec leur bol, en Asie c'est la tradition, en Europe il faut moins, mais ils se baladent avec leur bol le matin, ils vont en village, si les gens ils ont envie de leur donner à manger, ils leur donnent à manger dans leur bol, et c'est comme ça qu'ils vivent. Si personne leur donne à manger, ils ont pas de nourriture dans le monastère, ils font pas pousser quoi que ce soit, donc ils n'ont pas à manger. Ah c'est génial. Minimaliste jusqu'à l'extrême, c'est fais confiance à la vie et qui vivra verra, chaque jour. Moi j'aime beaucoup cette idée. Hein. Ouais. C'est très reposant. Mm-hmm. C'est sur le plan. Voilà. Ce mot, c'est génial que tu utilises, reposant. Si tu laisses la vie faire, t'as plus à faire. Ouais. C'est reposant, ouais. Génial. Comme là, tu vois, on se pose pas de questions, il n'y a pas besoin de préparer le truc, c'est, allez, on est posé, on discute et puis on verra ce qui se passe, et il y a plein de belles choses qui se. Ah oui, bah c'est ça, c'est comme ça que ça se passe là. Magnifique. Un grand merci Gabriel pour cet échange. Bah, merci à toi Frédéric. Et au Super. plaisir de refaire une vidéo, de discuter. Ça marche. À bientôt. Salut.